avons parlé opérationnalisation, on a parlé AutoML, il manque pas mal de sujets, mais dont un en particulier. Où est-ce qu'on exécute ces algorithmes d'automachine, d'AutoML? Un sujet revient de plus en plus chez nos clients, je suis sûr chez vous, c'est la containerisation, avec des buzzwords où je ne comprends pas tout, Docker, Kubernetes. Heureusement, Jean-Bernard comprend bien mieux que moi, il est architecte chez Dataiku, et lui, il va axer sa présentation aujourd'hui sur en quelle mesure Docker et Kubernetes, ces technologies vont vous aider à mettre en production vos projets data. Jean-Bernard. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, je pense? Oui, super. Alors, je suis architecte chez Dataiku et donc mon rôle, c'est d'aider nos clients à déployer leurs projets data sur les infrastructures les plus adaptées pour que tout fonctionne bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'une solution technique qui est le pendant direct de ce dont parlaient mes collègues précédemment, notamment l'opérationnalisation des projets. Donc on va juste se concentrer sur une partie qui est le socle technique qui va vous permettre de mettre en production les projets. Donc on va partir du principe que vous avez un projet data que vous avez fait avec Dataiku. Alors ce que je vais dire sur la technologie dont on va parler s'applique dans plein de cas. J'utilise Dataiku comme socle pour en parler, mais la connaissance est bien sûr réutilisable. Donc quand vous faites un projet de data, vous avez des datasets en entrée que vous allez transformer. Donc si on utilise Dataiku, on va avoir une recipe qui va transformer le dataset, produire un autre dataset. Voilà. Et ensuite, vous allez entraîner un modèle. Donc là, c'est juste des boîtes, mais voilà. Un modèle que vous avez entraîné. Une petite recipe, de la data. Voilà. Tout ça, ça tourne dans Dataiku. Et puis, donc vous avez préparé tout ça avec vos designers. Et puis, alors là, on ne le représente pas sur le flow, mais vous avez en plus envie de faire scorer ce modèle, peut-être via une application, par exemple un site internet qui va, qui va avoir un moteur de recommandation, typiquement. Il va avoir besoin de scorer le modèle en temps réel. Donc quand vous faites ce genre de choses, vous allez créer un service d'API qui va être exposé. Vous pouvez faire ça avec un API Node qui a été mentionné par Nicolas tout à l'heure, dans lequel vous allez mettre le modèle. Donc là, c'est vraiment l'aspect fonctionnel de la chose. Donc tout fonctionne bien, vous êtes satisfait de votre projet, et puis maintenant, il faut le mettre en production. Donc il faut appliquer toutes les leçons c'est bien d'appliquer les leçons qui ont été décrites tout à l'heure. Et sur la partie technique, quand vous allez mettre ça en production, votre système va être soumis à des contraintes supplémentaires. Les contraintes supplémentaires, ça va être plus de users sur votre plateforme. Ça va être des jeux de données qui vont être potentiellement beaucoup plus gros. Et vous avez d'autres contraintes. Vous allez avoir envie de maîtriser vos coûts. Parce que le but, c'est quand même que tout ça vous rapporte de l'argent. Donc si vous déployez sur une infrastructure qui est beaucoup trop chère, ça ne va pas être intéressant. Vous avez envie que tout ça soit bien sécurisé. Vous avez envie que ce soit robuste et que ça résiste aux pannes mineures sur votre infrastructure. Et enfin, vous avez envie que ce soit reproductible, c'est-à-dire que tout ce que vous avez conçu dans votre environnement de design, que ça s'exécute aussi proche que possible dans votre environnement de production. Pourquoi on parle de Kubernetes à ce moment-là? Parce que cette technologie va vous permettre de faire à peu près tout ça, de répondre à tout, dans pas mal de contextes, de faire toutes ces choses. Alors qu'est-ce que Kubernetes? J'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà un peu la techno. Concrètement, Kubernetes, c'est un scheduler de conteneurs. Donc vous avez un master qui va distribuer des conteneurs sur des nœuds, sur des workers. Concept relativement simple.
Et on peut utiliser ça avec Dataiku pour déployer le projet de différentes manières. Donc on va représenter un petit cluster, hein, on va faire ça simple. Hop. Voilà, on va dire que vous avez des workers. Hop. Bon, c'est pas des carrés très beaux, mais c'est pas grave. Voilà, on a n workers et on a un petit master là qui distribue, hop, les conteneurs. Alors pourquoi vous avez envie d'avoir ça? Ça va vous permettre de répondre à plusieurs problèmes. Le premier problème, plus de users qui vont exécuter plus de choses sur votre plateforme. Vous allez envie de réentraîner le modèle, notamment. Vous allez avoir des jeux de données plus gros. Et donc, ce cluster va vous permettre de le faire. Typiquement, la recette qu'on voit ici, c'est une recette, par exemple, visuelle ou pas. Vous pouvez décider de demander au cluster de l'exécuter. Selon la nature de votre recette, le travail sera distribuable sur plusieurs conteneurs ou pas. Ce n'est pas très important en réalité, parce que l'intérêt ici, c'est que si vous avez besoin de gros workers parce que la recette n'est pas cassable en petits morceaux, ce n'est pas gênant. La technologie va permettre de le faire. Ici, si vous avez des petits workers et que vous avez des grosses recettes qui ont besoin de gros workers, et ben vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez rajouter des grosses boîtes plus puissantes, qui ont plus de CPU, plus de mémoire, et qui vont permettre d'exécuter des jobs plus gros. Vous pouvez également exploiter ceci pour entraîner vos modèles. Donc l'entraînement de modèles, hop, vous pouvez le faire dans votre cluster aussi. Dataiku sait faire ça, c'est exploiter le cluster pour entraîner votre modèle. Entraîner votre modèle, vous allez utiliser potentiellement Scikit, potentiellement XGBoost ou MLlib. Vous allez pouvoir exploiter Kubernetes pour le faire. Donc soit ça va peut-être se distribuer bien grâce à MLlib ou pas, peu importe en réalité. Vous allez pouvoir dimensionner ça de manière intéressante. Tout ça, c'est privé en fait. Tout ce qui se passe ici, c'est votre infrastructure privée. Ça reste chez vous. Hop, ça c'est à vous. Donc là, vous pouvez distribuer la load en interne. Mais une fois que vous avez entraîné votre modèle, vous avez envie également de le mettre en production, potentiellement pour l'exposer à un trafic qui vient d'Internet ou qui vient d'une autre application dans votre entreprise. Donc vous pouvez utiliser... Alors, je fais le choix ici de représenter un autre cluster qui va être exposé au trafic d'Internet. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, en réalité. Excusez-moi, j'ai vraiment très mal écrit Internet. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, puisque vous pouvez avoir un seul cluster qui a des zones privées, des zones publiques. Mais on va dire que d'un point de vue setup, c'est un peu plus simple. Ça permet d'isoler les choses. Et vous pouvez utiliser un composant technique qui va distribuer la load sur tous vos workers. Donc les gens ou les applications vont faire des demandes. Votre modèle, il est déployé sur chaque worker. Et il va pouvoir être scoré parallèlement sur chaque worker. Donc ça, on peut le faire avec l'API deployer que Nicolas a montré tout à l'heure. Donc directement depuis DSS, on peut envoyer le modèle qui va être distribué tout seul sur tous les workers. Donc ça résout un premier problème qui est celui de distribuer votre charge de calcul. Et ça résout un second problème qui est la robustesse que vous cherchez, puisque si vous perdez des nœuds, si vous perdez un morceau de votre infrastructure, ce ne sera pas vraiment gênant, puisque Kubernetes sait gérer ça très bien. Donc typiquement, scorer le modèle, c'est complètement, ça n'a pas d'état, c'est stateless, donc si vous perdez un nœud, peu importe. Et pour le reste, si vous perdez un worker pendant que vous exécutez un job,
c'est pas très gênant non plus. Spark sait très bien se rattraper quand ça vous arrive, ou le job pourra être relancé, ce ne sera pas un problème. Ce qui est intéressant avec Kubernetes, c'est qu'il offre aussi une partie de sécurité autour de tout ça. Donc quand vous déployez une application dans Kubernetes, l'outil vous propose ce qu'on appelle des namespaces. Et donc vous pouvez isoler différentes parties d'exécution dans ces namespaces. Par exemple, vous pouvez isoler chaque utilisateur les uns des autres. Vous avez des utilisateurs qui ont accès à certaines données, d'autres qui ont accès à d'autres. Ils n'ont pas tous les mêmes droits, pas tous les mêmes autorisations. Et donc vous ne voulez pas que l'utilisateur A puisse aller perturber les travaux d'utilisateur B. Donc vous pouvez exploiter les namespaces de Kubernetes avec Dataiku pour leur demander de répartir tout ce travail dans des namespaces isolés. Donc ça vous apporte une notion de sécurité qui est intéressante, qui en plus est intégrée dans Dataiku, donc c'est très pratique. Et enfin, je parlais tout à l'heure de reproductibilité. Comment ça fonctionne cette chose-là? En fait, qu'est-ce que ça veut dire distribuer le modèle et distribuer les workers? En réalité, ça veut dire distribuer un environnement d'exécution. Ce qui va se passer, c'est que Kubernetes exploite Docker. Donc Docker va lancer une machine, un environnement d'exécution. Vous allez construire une image qui représente votre environnement d'exécution. Et ce que je n'ai pas représenté pour l'instant, c'est que vous avez ce qu'on appelle un registry dans lequel vous allez publier vos images. Kubernetes ne fonctionne pas sans, puisque en fait, vous ne uploadez pas vos workers dans Kubernetes, vous lui dites où aller les chercher dans le registry. Et vous allez construire l'image depuis Dataiku. Vous construisez l'image, vous la publiez dans le registry, et Kubernetes va se charger de la télécharger et de l'exécuter. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce que du coup, vous allez construire votre environnement d'exécution à un endroit unique. Dans Dataiku, vous allez construire une image qui va être l'environnement d'exécution, qui va être réparti partout. Donc ça vous permet disons que ça vous permet de vous affranchir en grande partie des différences que vous allez avoir sur votre environnement de production. Puisque c'est presque une VM. Toutes vos libs, tous vos problèmes de compatibilité entre vos packages, toutes ces choses-là, comme ce sera packagé dans une image unique, distribuée partout, eh ben, vous êtes quasiment assuré de pouvoir le reproduire en prod sans trop de difficultés. Alors, un truc qui fait un petit peu peur avec tout ça, Kubernetes, c'est une techno qui est quand même plus trop récente, qui a eu le temps de maturer un peu, qui demande un petit peu de maîtrise. Néanmoins, aujourd'hui, la barrière technique pour réussir à l'exploiter est en train de s'abaisser. Déjà, si vous utilisez des cloud providers, vous pouvez très facilement déployer des clusters managés. Aujourd'hui, c'est devenu relativement simple, il y a des API pour le faire. Et surtout, l'environnement s'outille. Donc nous, on fournit des outils dans Dataiku pour vous aider à vous servir de tout ça. Si vous avez un admin qui maîtrise la techno, qui sait suffisamment bien s'en servir, et que Dataiku est configuré correctement, en tant que data scientist, vous allez être complètement autonome. Vous pourrez demander à la solution d'offloader l'entraînement et les recettes, tout le traitement sur un cluster, et vous pourrez également maîtriser la mise en prod des modèles via l'API deployer qui a été montré tout à l'heure. Alors, l'avantage de ça, c'est que, au final, on se retrouve avec un socle technique, Kubernetes, qui vous permet de résoudre tout un panel de problèmes. Et donc, ça vous permet de faire une économie en compétences également, puisque si vous avez des admins qui maîtrisent bien
Kubernetes, ou en tout cas suffisamment bien pour déployer tout ça, ça va être réutilisable pour plein de parties de votre projet data. Donc, le traitement des données en entrée, les entraînements des modèles, la mise en production des projets. Donc la mise en production, moi j'ai parlé d'un API, d'un modèle qui est scoré par des applis externes ou par des users externes. Ça peut également être exploité dans le cas du scoring batch, quand vous avez beaucoup de lignes à scorer la nuit. Ce que vous pouvez faire avec Dataiku, tout simplement, c'est créer des clusters à la volée. Donc là, j'ai représenté un cas où quand vous lancez votre job, vous demandez au cluster de l'exécuter. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est décider qu'une fois que le job est terminé, de détruire tout ça pour ne plus avoir à payer toutes les machines qui exécutent tout ça. Donc c'est intégré dans le produit. Vous pouvez écrire un scénario qui va décider au début de l'exécution de créer et d'allouer les ressources dont vous aurez besoin. Donc ça vous permet de limiter vos coûts. Ça vous permet de limiter vos coûts en achetant les ressources quand vous en servez. Mais alors, est-ce que ça va fonctionner dans le cas où j'ai un modèle qui est derrière une appli ou qui est sur Internet? Là, c'est embêtant parce que je n'ai pas envie de détruire mon cluster, mais le problème, c'est que je n'ai pas non plus envie de payer des dizaines de nœuds alors qu'il n'y a personne qui est en train de se servir de mon site parce que c'est la nuit et que tout le monde dort tranquillement. Bah, Kubernetes va quand même vous permettre en fait, de résoudre ce problème-là, puisqu'il dispose de capacités d'auto-scaling. Donc ça marche essentiellement bien si vous utilisez une solution de cloud, parce que Kubernetes s'appuie quand même sur des machines sur lesquelles il y a des workers. Et donc il faut que vous soyez dans un environnement où vous pouvez créer programmatiquement de nouvelles machines. Donc tous les cloud providers permettent de faire ça. Certaines solutions on-premise le permettent aussi, chez certains clients qui ont des clouds privés. Mais en tout cas, en termes de coûts, c'est intéressant sur les cloud providers, puisque du coup, quand vous détruisez des machines, vous ne les payez plus. Donc au lieu d'avoir n nœuds que vous avez attribués au début, ben, en fait, vous partez avec un seul nœud, ou deux, hein, vous faites un choix de départ, voilà, hop, on enlève, on tourne avec un nœud, tranquillement. Vous pouvez demander désolé, voilà. Vous pouvez demander à Kubernetes de mesurer en fait qu'est-ce qui se passe sur ce nœud-là. Est-ce qu'il est chargé? Est-ce que les ressources, est-ce que le matériel est trop chargé? Est-ce que j'ai besoin de plus de workers? Si oui, alors il va être capable, tout seul, de créer un nouveau worker et d'y déployer un modèle supplémentaire. Et le load balancer va trouver ce worker et va lui donner de la charge pour traiter les requêtes qui arrivent en entrée. Et alors ça permet de drastiquement réduire vos coûts, mais surtout aussi, ça vous donne de la robustesse si jamais votre système est soudainement surchargé et que vous ne l'aviez pas prévu. Vous n'avez pas besoin de vous rendre compte que c'est surchargé. Automatiquement, il va rajouter des nœuds. Et surtout, il va aussi downscaler, c'est-à-dire qu'il va rajouter des nœuds si les nœuds sont trop chargés, mais il va également en enlever s'il n'y a plus beaucoup de travail et qu'il peut se contenter d'un nombre plus petit. Et donc ça peut être vraiment, vraiment intéressant en termes de gestion de budget. Alors, est-ce que Kubernetes est la solution à tout? Alors, pas vraiment, parce que tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne si vous avez des données qui vont être adaptées à ça. Typiquement, si vous avez des bases de données SQL, ça ne va pas être hyper intéressant d'utiliser Kubernetes, puisque du coup, c'est plus intéressant de demander à votre solution SQL, qui est peut-être distribuée en interne, de faire le travail. En revanche, si vous stockez vos données sur un cloud provider, sur par exemple S3, sur ADLS ou sur GCS, alors là, ça devient extrêmement intéressant. Puisqu'en plus, du coup, vous allez pouvoir déployer les workers dans les data centers de votre provider, au plus proche de vos données.
Et donc, vous allez avoir des temps de traitement qui sont vraiment intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres technos qui font un peu ça? Oui, il y en a d'autres. Je peux citer Databricks, que certains de nos clients utilisent, où le concept est un peu similaire dans la mesure où l'idée, c'est de créer des ressources uniquement quand on en a besoin et qu'elles soient détruites une fois qu'elles ne servent plus. C'est juste une autre technologie qui est utilisée, c'est pas Kubernetes. Et du coup, c'est un peu moins, ça permet pas de facilement faire les entraînements, les recettes, le code perso des utilisateurs et l'exposition directe sur un trafic Internet. Donc vous avez besoin de mixer un peu plus les technos. Il reste quelques minutes et du coup je peux rapidement vous montrer juste un petit lexique chez les providers des noms des produits. Ça c'est juste pour ne pas être perdu. Donc concrètement, pour citer les clouds qu'on voit les plus, on va avoir Amazon, AWS, Azure, et puis GCP, la plateforme de Google. Ah. Bon, visiblement, je n'ai pas le droit d'écrire un C. Voilà. Qui ont tous leurs produits pour faire ça. Donc chez Amazon, ça va s'appeler EKS. Chez Azure, ça va s'appeler AKS. Et sur Google, ça va s'appeler GKE. Faites attention sur Amazon. Il y a une autre plateforme qui s'appelle ECS. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, mais ce n'est pas Kubernetes. C'est aussi des conteneurs, c'est aussi du Docker, mais ce n'est pas Kubernetes. Et de fait, l'intégration, on n'a pas, nous, d'intégration directe. Et l'avantage de Kubernetes étant open source, c'est que beaucoup d'outils qui s'en servent vont pas être attachés au cloud provider. Si vous avez un système qui utilise Kubernetes, si vous décidez de changer de provider, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à vous adapter. En revanche, si vous utilisez des technos qui sont attachés à votre cloud provider, ce sera un petit peu plus difficile. C'est le cas de CS, qui a aussi des équivalents chez les autres, mais qu'on a tendance à un peu moins voir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, voilà, le message global que je voulais essayer de transmettre ici, c'est que ça devient simple à faire. Il y a de plus en plus d'outils, vous pouvez le faire depuis Dataiku. Et là, on arrive à un état où des gens qui ne sont pas techniques, ou du moins qui ne sont pas architectes, vont pouvoir créer les ressources eux-mêmes, les détruire eux-mêmes, sans avoir besoin de l'assistance de leur IT ou de leur expert technique. Et tout ça, c'est déjà là, hein, vous pouvez l'expérimenter. Et on est très intéressé par vos retours si vous le faites, car ce sont quand même des choses assez neuves. Nous, on l'a fait, on voit que ça fonctionne, mais bien sûr, on a hâte de voir nos clients nous montrer des use cases effectifs. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer un peu sur ce que le dessin a l'air un peu bordélique comme ça. J'espère que ça a pu vous éclairer un peu sur ce que ça faisait, ce qu'on pouvait faire avec. Et si vous voulez creuser un peu les sujets, n'hésitez pas à m'attraper dans le lobby après, si vous voulez creuser les détails techniques de toutes ces choses. Merci de m'avoir écouté.